Souvent, les peuples des pays sous-développés se plaignent de leur marasme politique, sociaux, culturel, économique. Et ces peuples, jusque-là, ça va, hein, rien de nouveau sous le soleil. Seulement, ces peuples pointent du doigt les dirigeants politiques et les rendent responsables de leur crise économique, de leur marasme politique et sociaux et de leur stagnation. Et d'autre part, les mêmes peuples s'imposent, s'affirment, se déclarent comme étant des victimes de leurs dirigeants politiques et s'annoncent comme étant des gens, la foule, je veux dire les peuples, composés de gens, d'individus droits, corrects, faisant leur travail, bien éduqués, bien religieux. Seulement l'histoire nous a appris que tout ça, c'est du pipeau. Parce que le plus grand frein au progrès, ça n'a jamais été les dirigeants politiques, c'est le peuple lui-même. Et le plus grand responsable et acteur du progrès, ça n'a jamais été les dirigeants politiques, mais c'est toujours le peuple lui-même. En effet, il y a des expressions en langue, en philosophie politique, en langue courante, en langue littéraire, des expressions qui stigmatisent le peuple, et ces expressions, c'est un florilège d'expressions très satiriques. Alors justement, le peuple, on l'appelle la plèbe, la vox populi, la voix du peuple, on l'appelle aussi le troupeau, la racaille, la canaille, les masses. Il y a plein d'expressions qui, on va dire, non seulement déprécient le peuple, mais en fait, ils poussent l'interlocuteur à trouver cette expression du peuple, de populace, une expression répugnante. L'objectif, c'est d'en dégoûter l'interlocuteur. Alors, pourquoi, en philosophie morale et politique, plusieurs philosophes, par exemple Nietzsche, Schopenhauer, entre autres, ils critiquent Platon surtout, Platon dès le départ, il critique le peuple, parce que tout simplement le peuple est le responsable numéro un de tout ce qui lui arrive. Il est responsable parce qu'il participe à ce qui lui arrive par sa corruption, par sa complicité, par ses petites affaires avec les dirigeants politiques, ou dans les pires des cas, ou dans les meilleurs des cas pour le peuple, par son silence et sa passivité. Ainsi, le peuple a toujours été vu comme un frein pour le progrès. Et ce n'est pas encore une fois le dirigeant qu'il est, parce que dès le départ, le dirigeant ne vient pas d'une autre planète, ni d'un autre pays, ni d'une autre ville, ni d'une autre commune. Il vient du peuple. On ne peut pas trouver sur un panier de pommes de terre une grappe de raisin. La grappe de raisin est dans un panier, c'est le dessus du panier du raisin. Une pomme est au-dessus du panier constituée d'individus pommes. Même chose, quand on a des pommes de terre, au-dessus du panier, on va trouver la plus grosse pomme de terre. Le dirigeant, c'est un peu ça. Si le peuple, ce sont des pommes de terre, les décideurs publics, c'est une pomme de terre. Si le peuple est constitué de raisins, de pommes, de cerises, leur dirigeant est de la même nature que le peuple. Et le dirigeant, ce n'est pas une différence de nature par rapport au peuple, c'est une différence de degré.
Les dirigeants, ce sont des gens qui émanent du peuple et qui, selon des opportunités, des parcours historiques, académiques, économiques donnés, eh bien, selon des circonstances favorables, ces gens, ils ont pris les rênes du pouvoir. Mais ils ne viennent pas d'une autre planète. Et puis, déjà, les valeurs, les traditions, l'héritage culturel, ce n'est pas le dirigeant qui l'impose. Ça vient toujours du peuple. Aucun système politique n'a imposé, aucun système politique pérenne, c'est-à-dire qui a duré dans le temps, n'a pu imposer des valeurs, des principes propres à lui. Tous les principes, toutes les valeurs communément admises viennent de la base de la pyramide, le peuple, notamment les superstitions, l'héritage culturel négatif, la doxa, comme disait Platon, ça veut dire l'opinion qui ne se fonde pas sur la raison, mais sur des illusions, les émotions, les réactions stupides, tout ça, ça vient du peuple. Le dirigeant ne fait que surfer sur la vague de ces normes communes et les exploite pour, d'une manière circulaire, les renvoie au peuple et ça tourne dans un pays. Parce qu'en fait, tout part de l'individu. Quand l'individu triche, quand l'individu dérange son voisin, quand l'individu ne veut pas attendre que le bonhomme passe au vert pour traverser la route ou la rue, quand l'individu fait ses petites affaires et croit à ce principe « après moi le déluge », que voulez-vous que son dirigeant y fasse ? Ce n'est pas au dirigeant de nous montrer, par exemple, qu'il faut respecter le voisin, qu'il ne faut pas être cupide pendant des saisons, la haute saison, pour ne pas arnaquer les clients. Non, le peuple, il le sait. Et pourtant, le peuple est malicieux. Le peuple, il est, comment dirais-je, c'est un philo en fait. Le peuple est composé d'un agrégat de personnes, d'individus, qui ne peuvent pas penser par eux-mêmes, parce que le peuple fonctionne comme un troupeau de bétail, avec la réactivité, la réaction, l'émotion, l'illusion. Il fonctionne toujours à chaud, jamais à froid. Il ne calcule pas, il ne raisonne pas. Si jamais il calcule juste pour ses petites affaires, ses petites opportunités et pour se faire un peu beaucoup d'intérêt. Et le peuple, comme vous savez, il peut faire du mal. Un individu qui fait partie du peuple peut faire du mal à un autre individu si son intérêt est dans ce mal. Il n'y a pas de solidarité dans ce sens, alors que, comme disait Nietzsche, entre les individus qui composent l'élite, il y a une grande solidarité. Les forts sont solidaires les uns avec les autres, et c'est ce qu'appelle Nietzsche justement la morale des forts, la morale des maîtres. Alors que le peuple, composé de petits atomes émotifs, de petits atomes opportunistes, eh bien, le peuple, il fonde son existence sur le ressentiment vis-à-vis de l'excellence, sur la rancune vis-à-vis de l'excellence, et c'est la morale des esclaves. Je vais essayer tout simplement de vous montrer comment les dirigeants politiques, ou les dirigeants, les gouvernements, tout ce que vous voulez, ne sont que le reflet du peuple, ne sont que l'autre image du peuple et ne font que renvoyer d'une manière circulaire les valeurs qu'ils reçoivent du peuple. Quand nous avons un individu corrompu, un individu calculateur, un individu, opportuniste, un individu égoïste, il fonde une famille qui véhicule les mêmes valeurs. Et dans les familles du peuple, on a des valeurs de ce genre dans la plupart des familles, y compris les familles religieuses. Parce que malheureusement, la plupart des familles, pas toutes bien sûr, la plupart des familles issues du peuple sur le plan religieux, ne prend de la religion que le rituel, que les préceptes, que les prières en termes d'adoration et pas
en termes de comportement, d'interaction avec l'autre. Et donc, l'individu, il va créer, il va participer à la création d'une famille dans ce sens. Ça veut dire où il y a les valeurs de l'opportunisme, par exemple, les valeurs de la corruption, les valeurs de la passivité. On ne parle pas à table, on ne conteste pas avec ce que disent ses parents. Le grand frère a toujours raison. L'école perpétue, continue, prolonge ce type de valeurs. Voilà, on met les têtes sur les tables, on se croise les bras, on ne discute pas ce que dit le maître, etc. Et bien sûr, d'autres institutions sont des prolongements des mêmes valeurs. Le café-bar, la télévision, les associations, et donc on crée des institutions. Et ces institutions deviennent du politique. Le politique au sens étymologique du terme, police, la cité, comment gérer les affaires de la cité. Et la crème, si j'ose dire, de ce peuple qui a créé ces valeurs devient dirigeant. Et il renvoie au peuple ces mêmes valeurs, tout simplement. Et donc, pour que le peuple, en quelque sorte, soit un acteur de son développement et non un frein contre le progrès, eh bien, il faut que le peuple soit non formé voilà, parce que le peuple, normalement, c'est un ensemble compact. Et dans la psychologie des foules, le peuple, quand il y a beaucoup d'individus, ils ne raisonnent pas, ils sont sous le coup de la réaction et non pas de l'action, de l'émotivité, des superstitions, des normes sociales, comme Platon disait, la doxa. Donc, il faut tout simplement ne pas se concentrer sur une éducation du peuple, mais il faut se concentrer sur l'éducation politique, juridique, morale, économique de l'individu. Et dans ce cas-là, l'individu donnera ce qu'on appelle le citoyen. Ça veut dire qu'il connaît ses droits et ses devoirs et qui est intimement convaincu de l'importance du civisme. Et il fait en sorte qu'il propage ce civisme au sein de la société. Et il ne peut pas le faire s'il n'a pas de conscience morale. Parce que le vote, la démocratie, la majorité, etc., c'est du pipeau, encore une fois. Parce que la séparation entre les pouvoirs, c'est du pipeau. On peut avoir un juge, par exemple, qui est indépendant, il n'y a aucune pression sur ce juge, mais il fait ses petites affaires, il rend des jugements qui servent ses propres intérêts. Pourquoi? Il sait que ce qu'il fait est mal, mais il n'a pas d'éducation dans ce sens de conscience politique. C'est une conscience. Qui dit conscience dit remords quand on fait un mauvais comportement et qu'on revient sur ce comportement avec le recul. D'ailleurs, je vais finir avec la métaphore de Platon. Platon, la métaphore de la caverne. Alors, l'allégorie de la caverne, en fait, pour Platon, parce que c'est un peu compliqué, c'est philosophique, il y a les formes sensibles, les idées, etc. Mais pour Platon, pour simplifier, il y a des gens qui, c'est-à-dire le peuple, hein, la populace, le peuple, des gens. Et n'oubliez pas que l'individu, quand il est dans le groupe, il se dissout dans le groupe. Voilà, donc il y a une aliénation de l'individu. Justement, dans la caverne, les individus qui font un groupe, c'est-à-dire le peuple, eh bien, ce peuple, il était en train de, on va dire, de contempler les reflets du monde existant sur la paroi de la caverne. Et il pensait que c'était la réalité, alors que c'était une illusion. Et quand un philosophe, quelqu'un du peuple justement, il est sorti de la caverne et il a vu la vraie réalité, il est revenu à la caverne et il a demandé tout simplement aux gens de sortir et de voir la réalité telle qu'elle est. On n'a pas voulu le suivre. On l'a même hué, on l'a conspué. On s'est attaqué à lui. Et là, il y a une allusion directe à ce qui est arrivé à Socrate. Quand un philosophe, quand un intellectuel veut raisonner le peuple,
eh bien, il devient l'ennemi numéro 1 à abattre, tout simplement. Ce qui est arrivé à Socrate. Et ce n'est pas une coïncidence. Quand Platon a, on va dire, dans sa conception de l'État, il pensait que le peuple ne pouvait pas régner. Même si la Grèce était une démocratie, ceux qui doivent régner, ce sont des rois philosophes. Et même en parlant de démocratie grecque, la plus vieille démocratie dans le monde, n'importe qui ne pouvait pas voter, ne pouvait pas participer au jeu démocratique. Les esclaves, les femmes, les étrangers, et tous ceux qui ne parlaient pas grec, que les Grecs reléguaient extramuros et les qualifient de barbares. C'est-à-dire que les Grecs, ils savaient que pour que le peuple règne, pour qu'il y ait vraiment une démocratie, ça veut dire étymologiquement le pouvoir du peuple, il faut qu'il soit un peuple éduqué. Et celui qui doit être le grand arbitre, jamais le peuple, mais des philosophes rois, ce que des siècles plus tard, des philosophes ont appelé de despotes ou de tyrans éclairés, ça veut dire de dictateurs éduqués, en quelque sorte. Je sais que ça peut paraître une contradiction, mais, et là je vais conclure, personnellement, je pense qu'il vaut mieux être sous le pouvoir d'un dictateur éclairé que participant aux manigances du peuple. Il vaut mieux pour le principe du moindre mal, en prenant le moindre mal, il vaut mieux être victime d'un dictateur éclairé que d'un peuple bête, superstitieux et opportuniste. Qu'en pensez-vous? Merci à vous.